Hervé Morin est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que quand on est ministre, on doit voyager en train ou en avion? On doit voyager en essayant de construire l'idée de l'exemplarité de l'État. Au moment où le pays fait des efforts, où il sera amené à en faire encore plus après l'élection présidentielle et les élections législatives, il faut restaurer une idée simple, la sobriété de l'État, l'exemplarité de l'État. Mais vous ne voyagiez pas en train, vous aussi, Hervé Morin, quand vous étiez ministre? Je voyageais en fonction... Je parle en France, hein, je ne parle pas de déplacement à l'étranger. Je voyageais en fonction du moyen de transport qui me permettait d'aller le plus vite, plus rapidement possible. Ou à Lyon, vous alliez en train ou vous alliez en avion? Tout dépend. Avec des avions. Tout dépend. Tout dépend. Voilà. Tout dépend. Oui. Mais ça ne doit pas être une règle, ça, non? Est-ce qu'on ne doit pas se forcer? On doit s'obliger. Je veux dire, ce que je vous dis, c'est... Certains nous disent que c'est une question de sécurité, mais je vois pas en quoi on est plus en sécurité. C'est pas une question de sécurité, ça c'est très clair. La question, elle est simple. Si vous dites au pays, il faut faire un effort collectif, l'exemple doit venir du sommet. Et le sommet doit être sobre à la fois dans le comportement, dans la parole et dans l'expression politique. Ne pas heurter les Français. Faire en sorte que on essaie de reconstruire l'idée d'une unité du pays, d'éviter de construire un discours qui mette en opposition les uns aux autres. Par exemple, je vais prendre des exemples simples. Est-ce que on a besoin d'opposer les agriculteurs aux écologistes? Les uns et les autres aiment la terre. Est-ce qu'on doit opposer les magistrats aux policiers? Les uns et les autres, on en a besoin pour construire un système judiciaire et pénal qui marche. Est-ce qu'on doit opposer les fonctionnaires aux salariés du secteur privé? Certainement pas. On a besoin d'un secteur public performant pour que le secteur privé puisse produire. Voilà, me semble-t-il, ce que doit être le comportement d'un chef de l'État. Bien, Hervé Morin, puisqu'on parle de chef de l'État, parlons de celui qui est au pouvoir en ce moment, Nicolas Sarkozy, qui a évoqué dans des confidences délivrées à certains journalistes une certaine lassitude et peut-être l'hypothèse de sa défaite. Est-ce que vous croyez franchement à ce discours? Franchement? Moi, je le sens plutôt déterminé et convaincu. Donc vous n'y croyez pas? Non, vous l'avez rencontré vendredi. Oui, c'est pour ça que je vous le dis. Oui. J'ai plutôt eu le sentiment d'avoir un chef de l'État. Quel était l'objet de cette rencontre, Hervé Morin? Il est logique que le chef de l'État puisse rencontrer un des anciens membres de son gouvernement, président d'une formation politique appartenante à la majorité, comme il reçoit François Bayrou régulièrement ou Dominique de Villepin. Oui. Il n'y a pas d'autre raison. Quel était le sujet de la conversation? Nous avons évoqué à la fois la situation politique et économique. Voilà, c'est tout. Et la présidentielle, quoi, évidemment. La situation politique et économique, oui, bah, évidemment. Alors, j'ai appris que l'UMP avait choisi de ne pas investir de candidats dans votre circonscription. Vous avez appris ça aussi? J'ai toujours, je le découvre. La troisième de l'heure. Je le découvre comme vous. J'ai dit. Vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Et j'ai toujours tenu le même discours depuis des mois. Oui. Après le premier tour de l'élection présidentielle, il y a un deuxième tour de l'élection présidentielle. Et il y a une majorité présidentielle et parlementaire à construire. Et que l'idée de faire la chasse aux parlementaires centristes, et pas seulement à moi, l'idée de faire la chasse aux parlementaires centristes qui sont dans un centre qui n'est ni ambigu ni équivoque, qui est un centre clair. C'est pas le centre de François Bayrou. Ça n'est pas le centre de François Bayrou. C'est-à-dire un centre dans lequel on dit nous serons dans un accord avec un parti de droite qui s'appelle l'UMP, comme nous l'avons été de 2007 à 2012, et nous voulons construire une majorité plus équilibrée, parce que c'est cela qui a manqué durant cette élection, durant ces 5 ans de 2007 à 2012, c'est-à-dire une force politique capable de dire non, une force politique capable de faire des propositions, une force politique capable de porter des corrections face à des erreurs ou à des excès. Voilà ce dont nous avons besoin, une majorité plus équilibrée dans laquelle on a les sensibilités du pays qui s'y retrouvent. Plus de justice. Engagé, donc, est-ce que vous vous êtes engagé auprès du chef de l'État à ne pas aller jusqu'au bout? Je vous dis, ma détermination demeure totale. Je vous pose la question. Non, oui, je ne me suis pas engagé du tout là-dessus. Voilà, soyons clairs. Vous n'êtes pas engagé. Non, parce que j'ai vu certains de vos amis politiques le dire. Mais mes amis politiques, vos amis. Voilà. Vos amis. Ils sont dans la même démarche. Et d'ailleurs, je leur dis heureusement que j'existe. Parce que si je n'existais pas, on ne parlerait jamais d'eux.
Donc le Ils jour... sont ministres, 2 d'entre eux sont ministres quand même. D'accord, mais c'est pas parce qu'ils sont ministres que pour autant on parle beaucoup d'eux. Et donc je leur dis, moi je veux défendre un projet politique. On est dans la vacuité. Jean-Jacques Bourdin, nous sommes dans la vacuité complète. Cette campagne électorale part extrêmement mal. On est dans la démagogie, on est dans le populisme, on est dans l'absence de propositions concrètes. J'attends toujours. Comment ? Tant de François Bayrou que de François Hollande, puisque ce sont les 2 candidats déclarés, quel est leur projet pour rétablir l'équilibre budgétaire ? Et le projet de Nicolas Sarkozy ? Ah ben ça, on verra, il n'est pas encore candidat. Bon. J'entendais le discours de dimanche que tout le monde a trouvé formidable, vous l'avez trouvé extraordinaire. Formidable ou pas, vous ? Écoutez, très franchement, il est creux, ce projet. Quelle est la solution préconisé par François Hollande pour revenir à l'équilibre budgétaire? Vous l'avez, vous, dans ce projet? Aucune. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va augmenter les impôts de 30 milliards d'euros. Bonjour le pouvoir d'achat des Français. La seule chose qu'il nous annonce, je vais réduire l'échec scolaire de moitié. Ah bon? Alors comment? Est-ce que c'est simplement en créant 60 000 postes de profs? Qu'il y ait besoin de profs, oui. Mais s'il avait suffi d'avoir 60... Attendez, laissez-moi finir. Mais il y a chaque année des classes qui ferment et des classes qui ouvrent. C'est un principe de base. Oui. Moi, je dis, pour le système éducatif, c'est un vrai suicide collectif. C'est un scandale national. 200 000 enfants qui arrivent chaque année en 6e en situation d'échec scolaire. Et on sait que des enfants ont leur avenir scolaire déterminé à la sortie de la primaire. Et qu'après, vous pourrez faire tous les efforts. Donc, les efforts doivent être concentrés sur... Tous les efforts du monde après, vous ne récupérez très peu d'élèves. Et donc, moi, je fais 2 propositions, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y. La première, c'est de donner l'autonomie aux établissements scolaires pour adapter la pédagogie, les programmes, l'accompagnement individuel, l'accompagnement des familles, maternelles, primaires et collèges. J'en fais un seul établissement et je passe un contrat avec l'État pour chaque établissement pour adapter les moyens et pour construire un projet pédagogique en fonction des publics scolaires. Pourquoi, Jean-Jacques Bourdin, je propose cela? Parce que entre des enfants issus d'une zone urbaine sensible, où aujourd'hui, moins de 15% iront jusqu'au bac. C'est pas la panacée, le bac, mais ça montre l'état de l'échec scolaire. Entre ces enfants-là, les enfants de mon village de Normandie, qui ont besoin d'ouverture à la diversité du monde, d'apprentissage de l'art, de la culture, de tout ce qui construit notre monde pour qu'ils soient en situation de réussir, et les enfants d'un quartier favorisé du 8e arrondissement de Paris, vous voyez bien qu'il n'y a pas le même projet pédagogique à construire. Mais les inégalités se sont creusées. Eh bien, voilà pourquoi. Vous n'avez pas lutté. Voilà. Plusieurs années, vous avez été ministre, vous avez été dans un gouvernement. Voilà pourquoi. Est-ce que ce gouvernement a lutté contre ces inégalités? Je dis s'il y a bien des échecs, s'il y a bien un échec de ce gouvernement, c'est le traitement de la question éducative. Vous l'avez pas dit quand vous étiez au gouvernement. Nous avons réussi. Vous avez assumé. Nous avons réussi quelque chose que depuis 20 ans. Droite et gauche n'osaient faire, alors que tout le monde savait qu'il le fallait, qui était l'autonomie des universités. Parce qu'on l'a fait au lendemain de l'élection présidentielle. Eh bien, il faudra faire la même chose au lendemain de cette élection présidentielle. Construire un projet nouveau pour l'école et projet dans lequel on indique que s'il faut des profs à l'issue de cette transformation en profondeur, on les mettra. S'il faut mettre des milliards en plus, il faut les mettre. Mais on ne les met pas d'abord dans un puits sans fond, on construit un modèle nouveau et ensuite on y met les moyens qui conviennent en ayant comme idée que face à des publics et des enfants différents, il faut une pédagogie, des programmes et une équipe pédagogique qui construit ce programme en fonction des enfants qui sont en phase 2. Bien. Hervé Morin, notre invité ce matin, on se retrouve dans 2 minutes. Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Hervé Morin est avec nous. Hervé Morin, je vous parlais, je ne vais pas vous tanner avec ça, mais vous êtes, et vous le dites toujours, prêt à aller jusqu'au bout. On est bien d'accord. Hein? Je suis déterminé. J'ai toujours dit que je voulais porter un projet politique qui soit fait de propositions et qui construise un discours de vérité et de sincérité. Vous faites quoi? Il y aura un congrès le 25 février. Il n'y a rien de nouveau. C'est là que vous prendrez votre décision? Non, mais moi, ma décision, elle est prise depuis des mois. La seule chose... Mais si vous êtes à 1% au mois de mars? Eh bien, écoutez, je voudrais simplement vous dire une chose. Allez-y. C'est que je veux porter ce projet politique jusqu'au bout.
Non, mais oui, jusqu'au bout des rien. Même à 1%, rien ne vous fera reculer. Écoutez, je ne resterai pas à 1%. Non, mais d'accord. Bon, rien voilà. ne vous fera reculer. Rien ne me fera reculer. J'ai toujours évoqué un sujet qui était un sujet lourd, qui est la question de notre place au second tour d'une élection présidentielle, dans l'hypothèse où le Front National serait extrêmement élevé. Voilà, c'est un sujet qui est un sujet important qu'il ne faut pas traiter à la légère. Si Nicolas Sarkozy est menacé par Marine Le Pen, vous vous retirez. On n'est pas dans ce cas de figure. Non, mais je vous pose la question. Non, je vous réponds. Imaginons. Bon, on ne va pas passer sa vie là-dessus. Non, voilà, mais je vous pose une question précise. Mais oui, justement, bon, voilà, vous répondez précisément et on passe à autre chose. Je vous réponds que pour l'instant, je suis déterminé et que ma candidature, je compte bien la mener jusqu'au bout. Alors, 0% pour un fromage, c'est bon pour la santé. Ouais. Pour un candidat, c'est inquiétant. Vous avez vu ça, c'est Jean-Christophe Lagarde qui... Oui, enfin bon... c'est votre vice-président. Oui, mais je veux dire, heureusement que j'existe, parce que le jour où je n'existerai plus, on les entendra plus. Je les entends jamais sur rien. La seule fois où on leur donne la parole, c'est pour me taper dessus. Mais moi, j'entends autre chose. J'entends les militants qui, chaque jour, m'accueillent, se battent. Ce week-end, il y avait plus de 500 personnes qui tractaient mon projet économique. Vos signatures? Mes signatures, c'est en cours. Vous en êtes à combien? 300. 300 aujourd'hui. Bon. Génocide arménien. Qu'est-ce que vous avez fait sur le génocide arménien? J'ai toujours pensé que... la négation du génocide. J'ai toujours pensé qu'il fallait regarder ce qu'avaient fait les autres pays européens. Et les autres pays européens ont souvent reconnu le génocide arménien, mais ne l'ont pas pénalisé. Et que le faire à 3 mois de l'élection présidentielle, je pense que c'est pas un bon message. Mais vous avez voté? Je ne l'ai pas voté. Vous n'avez pas voté? Non. Bien. L'Afghanistan, est-ce que il faut accélérer... La loi n'est pas faite pour écrire l'histoire. Oui. L'Afghanistan, est-ce qu'il faut accélérer notre retrait, le retrait de nos troupes? Je dis qu'il est temps de tirer les conséquences d'une situation qui ne peut plus durer très longtemps. Et donc, il faut accélérer le rythme de départ, mais je le dis à François Hollande, que nous puissions partir immédiatement, en l'espace de quelques mois, c'est d'une part une bêtise, parce qu'il faut au moins 9 mois ou 1 an pour retirer des troupes. Il faut 1 an pour retirer toutes les troupes d'Afghanistan. Il faut au moins 9 mois compte tenu du niveau d'équipement et d'investissement. Il faut entre 9 mois et 1 an. Oui. Et deuxièmement... Dans 1 an, on pourrait avoir retiré toutes nos troupes. Oui. Et vous êtes favorable? Est-ce que dans 1 an, on doit avoir retiré toutes nos troupes? Je suis favorable à ce qu'on puisse accélérer le calendrier et qu'on dise très clairement qu'il est temps de partir. Je dis en revanche que quand on est candidat à l'élection présidentielle d'un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'un pays qui est engagé avec 24 autres puissances européennes dans ce conflit, on doit avoir en tête qu'on a simplement des devoirs à l'égard de la communauté internationale, qu'on ne peut pas se considérer comme une des puissances majeures de la planète, d'avoir une voix, de revendiquer un certain nombre... Mais d'autres pays sont partis déjà. Oui, mais la France est membre du Conseil de sécurité. La France est une des 2 puissances majeures de l'Union européenne. La France doit donc, au nom de sa crédibilité, au nom de la crédibilité de son discours et de son engagement... et de mourir au nom de la crédibilité de la France. Oui, la France... Soldats qui parfois ne peuvent plus la France a des devoirs internationaux. Elle n'a pas seulement des droits, elle n'a pas simplement un statut et un rang, elle doit aussi le faire en discutant avec l'ensemble de la communauté internationale. Je vous rappelle que chaque année, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une résolution pour confirmer l'engagement des 49 pays qui sont en Afghanistan. Nous sommes membres de ce Conseil de sécurité. Nous sommes donc tenus par le vote, qui est un vote unanime, russe et chinois compris. Et donc je dis, ça doit se faire en bon ordre, ça doit se faire avec le sens de la responsabilité, et ça doit se faire en discutant avec nos alliés au sein de l'Alliance Atlantique et nos alliés au sein de l'Union Européenne. Bien, il faudra aussi, mais je reviendrai en détail avec le ministre de la Défense actuel sur la mission actuelle des soldats français en Afghanistan. Mais il est évident que la situation devient de plus en plus difficile. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que comme on a annoncé notre départ, celles et ceux qui nous soutenaient en Afghanistan
sont aujourd'hui aux abonnés absents parce qu'ils savent très bien que le jour où nous serons partis, leur sécurité ne sera plus garantie. Donc, quand même, c'est extraordinaire, une armée qui se méfie de l'armée alliée, hein, de l'armée afghane ou de la police afghane. Enfin, Jean-Jacques Bourdin, il y a eu 10 cas de ce genre, mes informations sont bonnes, sur 320 000 militaires et policiers afghans que nous formons. Il faut aussi avoir le niveau des chiffres. Bon, on va débattre là-dessus, mais Hervé Morin, j'ai vu, ça vous a fait rire, tout ce qui s'est passé sur Twitter après votre qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit, moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés, nous avons vécu des épreuves drôlement plus difficiles que celles que nous avons à vivre aujourd'hui. J'étais en train d'expliquer que la France effondrée, humiliée en 1945, que ce peuple-là avait en 30 ans réussi à faire de la France la 3e puissance économique du monde, le premier pays exportateur du monde avec les Allemands. Et donc, j'étais en train de dire que nous étions en capacité de relever le défi de ce monde nouveau qui est en train de s'écrire. Et c'est pas du tout une maladresse, c'est simplement un raccourci de quelque chose qui est profondément ancré dans la rétine de chaque Normand. Pour nous... c'est votre ADN. Mais oui, c'est notre ADN, c'est notre code génétique. Pour chaque Normand, ses parents, ses grands-parents ont raconté cette histoire. Moi, j'ai été élevé avec les croix blanches des soldats canadiens et américains dans les cimetières de ces enfants qui sont morts pour notre liberté. Et donc, c'est une partie de notre histoire commune. Bien. Voilà, c'est tout. Bien. Engagez-vous. Est-ce que vous vous engagez à voter Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle? J'ai toujours indiqué très clairement que moi j'étais dans j'étais dans un accord de majorité clair et non ambigu. Donc je suis le centre clair. Je suis pas comme François Bayrou. Non mais vous voterez oui ou non Nicolas Sarkozy? Attendez, c'est clair. J'ai toujours dit. Vous êtes engagé. Merci Hervé Morin, 8h57.